Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs d'Altistoria, bienvenue dans une nouvelle émission en lien avec l'histoire locale de notre département altiligérien. Aujourd'hui nous vous emmenons dans l'histoire des carrières et des roches de Haute-Loire. Nous sommes avec Timothée Lost. Bonjour Timothée. Bonjour. Timothée, vous êtes originaire de Haute-Loire et passionné de géologie. Vous êtes membre du groupe géologique de la Haute-Loire depuis 2014. Vous avez beaucoup étudié les massifs du Mégale et du Mézin, ce qui a donné lieu à plusieurs publications de comptes rendus, de sorties géologiques dans le bulletin annuel de l'association Le Zircon. Après un bac scientifique, vous avez étudié les sciences de la Terre à l'université de Clermont-Auvergne pour approfondir vos recherches sur les volcans du Velay, au contact de certains enseignants-chercheurs. Vous avez fait également plusieurs stages de recherche au laboratoire Magma et Volcan, axés sur les thématiques de l'origine de l'eau sur Terre et ses diverses formes de stockage au sein de la Terre. Passionné de sciences sociales au sens large, en 2021, vous avez effectué un master de recherche en histoire des sciences à l'EHESS au sein du centre Alexandre Coiré. Vous soutenez votre mémoire en juin 2023, intitulée « Ce que le terrain fait à la science », enquête sur la persistance d'une supercherie scientifique à l'aune des concepts de savoir résidentiel et cosmopolite, le cas de l'homme fossile de l'Adonis, où vous analysez la persistance dans le temps long d'une supercherie scientifique. Carrière et usage des roches en Haute-Loire, nous allons avec vous découvrir les aspects de notre sol en tant qu'altiligérien. Tout d'abord, est-ce que roche veut dire lave volcanique ? Alors pour répondre simplement, non, il y a beaucoup de types de roches. Les roches sont très variées. Alors pour définir ce que c'est qu'une roche, on pourrait dire tout simplement que c'est un matériau dur qui est constitutif de l'écorce terrestre et à l'exception du sol et des êtres vivants. Donc le sol, c'est cette partie meuble, on va dire, la terre, la partie qui est issue de l'altération en fait des roches. Et puis bon, bien sûr, les êtres vivants, les roches ne sont pas des êtres vivants. Une roche, c'est un assemblage de minéraux. Donc en fait, on assemble plusieurs minéraux, on obtient une roche, même si on a des roches monominérales, 100%, composées à 100% du même minéral. Ces roches, donc bien entendu, ne sont pas forcément d'origine volcanique. Alors vous parlez de lave volcanique, une lave est forcément volcanique. Et en fait, la lave, c'est le magma auquel on retire le gaz. C'est-à-dire qu'on fait une différence entre ce qu'on appelle le magma et la lave. Le magma, c'est les roches en fusion associées à du gaz qui sont à l'intérieur de la croûte terrestre. Et puis quand ce magma va s'épancher en surface, il va se dégazer. Il va perdre donc ce gaz, principalement de la vapeur d'eau, du CO2 qui vont aller dans l'atmosphère. Il va se dégazer, il va rester plus que la partie solide. Et cette partie solide, c'est ce qu'on appelle la lave. Si on doit donner 3 grands types de roches, on aura les roches magmatiques, donc d'origine magmatique, qui peuvent être soit plutoniques, donc en fait c'est le magma qui cristallise à l'intérieur de la Terre, parce que le magma ne sort pas forcément à la surface. Et puis les roches volcaniques, en fait c'est le magma qui sort à la surface et qui fait ces fameuses fontaines de lave ou ces dômes volcaniques, etc., qu'on a l'habitude de voir dans les documentaires à la télévision. Et puis les 2 autres grands types de roches qu'on a, c'est les roches sédimentaires, qui se déposent dans des milieux aquatiques, les lacs, les rivières, les océans. Et puis les roches métamorphiques. Alors les roches métamorphiques, c'est les précédentes, on va dire, les roches magmatiques ou les roches sédimentaires, mais qu'on a transformées sous l'effet des conditions de pression et température, et notamment lors de la formation de chaînes de montagnes. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Et on a ces 3 types de roches en Haute-Loire. On a ces 3 types de roches en Haute-Loire, magmatiques, sédimentaires, métamorphiques. Les limites géologiques font-elles les limites administratives du département de la Haute-Loire ? Alors oui et non. Oui et non. Ce qui est intéressant, pour répondre à ce genre de questions, on peut prendre une carte géologique. Alors on a des cartes, bien entendu. Les cartes servent à administrer le territoire, et on a créé les départements à la suite de la Révolution française. Si on prend une carte géologique, donc qu'est-ce que c'est qu'une carte géologique ? En fait, c'est on prend la carte du territoire et puis on met des couleurs en fonction des roches que l'on rencontre. Et donc on obtient une carte colorée qui nous indique, en fonction des couleurs, quelle est la nature des roches du sous-sol. Et si on prend une carte géologique, on ne verra pas où peut apparaître les limites du département. La géologie n'a pas de frontières administratives, mais on pourrait répondre oui, dans le sens où la structure, c'est
du territoire, donc le relief, est conditionné en grande partie par la géologie. Et si on prend l'exemple de la Haute-Loire, on a deux grands axes principaux qui sont, on va dire, les axes liés aux cours d'eau, aux rivières. Donc on aurait l'axe plutôt allié et puis l'axe plutôt Loire. Donc pour l'axe allié, on est sur un axe nord-ouest-sud-est, donc en gros sur la ligne Le Puy-en-Velay-Brioude, qui est conditionné par des fissures, donc des cassures dans l'écorce terrestre que l'on appelle des failles en géologie. Des failles qui sont très anciennes, hein, qui ont 300 millions d'années. Et puis on a un autre axe qui est l'axe plutôt Loire, donc on va dire du Puy en direction d'Yssingeaux, Saint-Étienne, qui est aussi conditionné par des fissures dans le sous-sol. Et là, on a un axe plutôt nord-est-sud-ouest. Et c'est vrai que ces deux grands axes structurent d'une certaine manière le département de la Haute-Loire. On pourrait aussi parler, même bien sûr, des frontières toujours liées au relief, notamment par exemple la ligne de partage des eaux au niveau du massif du Mézin, avec le versant Loire et puis le versant Rhône. Mais bien sûr, bon, d'une certaine manière, la géologie a influencé ses limites. Mais voilà, la Haute-Loire n'est pas une entité géologique à elle seule, elle est une entité historique, administrative, qui a une histoire propre et qui n'est pas forcément liée à la géologie. Quel type de roche retrouve-t-on en Haute-Loire ? Alors, pour revenir un petit peu au type de roche, on va dire qu'on va trouver donc des roches magmatiques que l'on va qualifier de plutoniques. Alors, c'est-à-dire qu'elles ont cristallisé en profondeur. Donc, quand vous avez un magma, soit il cristallise en profondeur, soit il s'épanche à la surface. Et la roche la plus fréquente dans le département, c'est le granit. Alors, le granit au sens géologique, hein, composé de 3 minéraux, le quartz, le feldspath, le mica, n'est pas forcément ce qu'on appelle granit dans le sens général du terme. Ce granit-là, en fait, il s'est formé aux racines d'une ancienne chaîne de montagne qu'on appelle la chaîne Varisque. Et donc c'est la roche plutonique la plus répandue et qui constitue la majeure partie en fait des continents, grosso modo. Donc on la trouve beaucoup en Haute-Loire. Ensuite on va avoir des roches sédimentaires, donc principalement pour la Haute-Loire les arkoses, donc ce sont des grès qui se taillent très bien et on en trouve notamment au niveau de Blavozy, où on a une carrière importante. On a des argiles, des marnes et des calcaires. Donc ces argiles, ces marnes, ces calcaires sont des dépôts sédimentaires qui sont faits dans des lacs. L'exemple typique de la Haute-Loire serait le ravin de Corbeuf à proximité de Rosières. Et puis on aura des roches volcaniques. Donc là, de deux grands types, on va dire le basalte. Donc le basalte qui est une lave assez fluide qui va former des plateaux comme le plateau de Caire par exemple ou les plateaux du Mézin. Et puis des laves un petit peu plus visqueuses, donc des trachytes, des phonolites qui sont issus à l'origine du basalte et qui vont former en Haute-Loire les sucs. Les sucs qui sont très présents voilà, du massif du Mézin jusqu'à l'Amblavèze. Et donc ces roches volcaniques, bien sûr, peuvent être des laves qui se sont écoulées à la surface, mais elles peuvent être aussi issues de phénomènes explosifs. Et donc là, en fait, on va pulvériser la lave et les retombées volcaniques vont constituer des roches qu'on appelle pyroclastites. Donc pyro, c'est le feu, claste, c'est les petits morceaux. Donc littéralement, des morceaux de lave éclatés qui se sont agglomérés, qui forment ce qu'on appelle des brèches ou des tufs. Et un des exemples les plus parlants, c'est la brèche qui est très présente dans le bassin du Puy et qui constitue les rochers d'Aiguille, entre autres, et le rocher Corneille, et puis bien sûr qui a été très utilisé pour la construction de la ville du Puy. La roche altiligérienne, est-ce qu'elle a beaucoup voyagé ? Alors, historiquement, on a quand même fait un usage assez local de la roche. Donc, grosso modo, on essaie de trouver des carrières à proximité des lieux de construction. Mais on pourrait citer comme exemple qui est assez connu l'Arcos de Blavozy, qui a été utilisé notamment dans la construction et la restauration de la Sagrada Familia à Barcelone. Donc la roche altiligérienne peut voyager, c'est peut-être pas celle qui a le plus voyagé, hein. La roche par exemple de Volvic dans le Puy-de-Dôme a davantage voyagé que certaines roches altiligériennes. L'usage était avant tout local. Et puis si on prend l'exemple des exemples préhistoriques, on a par exemple des opales qui ont voyagé, donc qui ont été, on a un gisement au niveau de Saint-Pierre-Hénac et qui a été utilisé localement aussi, donc on retrouve dans le département de la Haute-Loire. On a également aussi trouvé des outils fabriqués en phonolite ou en trachyte, donc dans le bassin du Puy, c'est-à-dire que ces hommes préhistoriques prenaient des roches au niveau du
de ce qu'on appelle l'actuel massif du Mégale, de l'Amblavès, du Mézin, et puis les descendaient pour en faire des outils dans le bassin du Puy. Mais voilà, cet usage reste quand même assez local. Après, on a l'exemple des leucogranites qui ont été utilisés pour fabriquer des pavés, que ce soit les pavés, donc les leucogranites sont très exploités au niveau du pont de Lignon, dans ces secteurs-là, et ont été utilisés dans les villes du Puy, de Saint-Étienne, entre autres. Et les roches sont utilisées, même aujourd'hui, hein, les exploitations, par exemple, de pouzzolanes, fournissent des scories qui sont utilisées, qui est beaucoup utilisées dans l'aménagement paysager, notamment dans le sud de la France. Donc voilà, vous pouvez vous promener dans le sud de la France et trouver des morceaux de scories volcaniques de la Haute-Loire. Quels impacts ces roches ont-elles sur le bâti altigérien, que ce soit le bâti habitat ou le bâti religieux? Alors, je dirais que le premier impact, c'est celui qui est lié à la diversité géologique. C'est-à-dire qu'on a des roches de couleurs diverses et variées, des roches qui ont aussi une aptitude plus ou moins facile à la taille notamment, et qui ont été utilisées de manière diverse. Et donc cette diversité géologique va permettre la polychromie, et c'est ce qui est quand même assez joli. C'est un facteur esthétique indéniable, hein. Si on va à la cathédrale du Puy, si on va à l'abbatiale Saint-Chaffre au Monastier, au rocher Saint-Michel d'Aiguille, ou encore à l'église de Saint-Paulien, on va tout de suite se rendre compte que les bâtiments qui ont été construits ont des couleurs diverses et variées, et ça attire forcément l'œil. Donc ici, pour citer quelques exemples, hein, on a la brèche apalagonite du bassin du Puy qui a une couleur jaunâtre, les scories soudées qui vont permettre d'avoir des teintes violacées, ce qu'on appelle des latérites, donc c'est des sols qui ont été formés sous un climat tropical qui sont vraiment d'une couleur rouge vive, marquée, qu'on trouve notamment dans l'abbatiale du Monastier. On va avoir les arkoses ou les granites qui sont plus clairs, et puis les trachytes, donc cette lave, cette roche volcanique, qui a une teinte gris bleuté caractéristique, qui a été très utilisée en pierre de taille. Sur le bâti, le deuxième impact important, et on y reviendra, c'est l'usage de la phonolite. Donc la phonolite, c'est une roche volcanique qui se débite en dalles et qui a été très utilisée dans la région pour fabriquer les toits, pour faire les couvertures des charpentes. Et bien que ce savoir-faire se perde de plus en plus, pour même ne pas dire qu'il soit complètement perdu, il est quand même caractéristique de l'architecture, notamment de la région du Mézin et jusqu'à l'Amblavèse, puisque cette roche a été très utilisée pour la couverture des toits. Et puis on a aussi les orgues basaltiques qui, de par leur forme hexagonale, sont très faciles à utiliser pour la construction, permettent de faire des murs qui sont solides, qui résistent bien. On a beaucoup d'exemples de forteresses médiévales qui ont été construites avec ces orgues basaltiques qui sont très solides. Et la pouzzolane également. Et la pouzzolane également, alors la pouzzolane, disons, les scories soudées, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir des blocs, parce que la pouzzolane est quand même, quand on l'extrait, s'effrite. Donc il faut avoir des conditions particulières, on va dire géologiques, qui vont permettre d'avoir une pouzzolane qui se taille, un tuf volcanique, qui va permettre bien sûr d'avoir des couleurs intéressantes, et puis qui est intéressant aussi du point de vue de l'isolation, puisque la pouzzolane permet de bien garder la chaleur. Toutes ces roches ont-elles eu d'autres usages, tels que des usages décoratifs ou de commodité? Alors l'usage décoratif est bien sûr capital, et c'est ce dont j'ai parlé, hein, cette polychromie qui est liée à cette diversité géologique. Mais en réalité, les roches de la Haute-Loire ont des usages aujourd'hui qui sont très variés et qui sont parfois surprenants. Puisque par exemple, on utilise, donc j'ai parlé de la phonolite pour les toits, mais on utilise la phonolite pour fabriquer du verre, et notamment le verre de certaines bouteilles de champagne. Donc c'est une société qui exploite une carrière dans le nord du massif volcanique du Mézin Mégale en Blavet, sur le suc de Mionne, et on se sert de la phonolite que l'on broie pour fabriquer du verre. Alors elle a des particularités intéressantes, hein. On a du fer, du calcium, et notamment le calcium qui permet d'abaisser le point de fusion, et donc qui est intéressant pour fabriquer du verre. On a aussi beaucoup d'applications pour ce qui est des argiles. Les argiles du bassin du Puy qui ont été très valorisées, puisqu'elles servent à faire des litières. Elles servent dans la cosmétique, elles servent dans l'alimentation animale, dans l'arboriculture. Donc on a des usages variés de cette argile
qui historiquement était utilisé pour faire des tuiles, pour fabriquer des briques, mais qui aujourd'hui trouve un usage bien plus large. Et puis, il faut bien se rendre compte que quand même, bon nombre de nos cailloux sont utilisés pour faire des granulats, et donc des revêtements, que ce soit les revêtements pour les routes, ou encore pour fabriquer les bétons. On n'imagine pas la quantité de béton, bien sûr, qu'il faut pour construire des infrastructures. On a eu beaucoup de travaux au niveau du contournement du puits. On a le projet, bien sûr, de contournement du Pertuis pour la route 88. Tous ces projets sont énormément demandeurs et consomment énormément de matériaux. Et on utilise les roches du département pour construire ces ouvrages d'art là. Et puis on va aussi utiliser les scories sur les routes en hiver pour adhérer à la route, notamment lorsqu'elle est gelée. Et puis un autre aspect intéressant d'usage des roches, c'est tous les projets de restauration, puisqu'on a un patrimoine bien entendu qui est riche et qui demande à être entretenu et restauré. Et donc là, on aurait des besoins importants au niveau de l'exploitation des roches du Velay, même si ce n'est pas forcément l'exploitation qui est la plus usitée, on va dire, en termes de volume de matériaux extraits. L'exploitation de ces roches avec ces carrières, elle a commencé quand, vraisemblablement, en Haute-Loire? L'utilisation de la roche, bien sûr, est très ancienne. Les hommes préhistoriques s'en sont servis pour faire des outils. Si on parle du point de vue de l'histoire, déjà dans l'Antiquité, on utilisait l'arcos de Blavozy. Si on se rend au niveau de la cathédrale du Puy, on a des pierres de réemploi donc qui étaient présentes depuis l'époque gallo-romaine. Si on va au musée Crozatier, on trouve des blocs d'arcose qui ont été taillés par les gallo-romains. Et puis, bien sûr, cette utilisation de la pierre s'est poursuivie, notamment au Moyen-Âge pour la construction des églises et bien entendu de forteresses médiévales, de châteaux. On trouve encore, si on se balade aujourd'hui dans la carrière de Blavozy, des traces d'exploitation qui datent du Moyen-Âge. Et puis on avait des usages, notamment de cette arcose, qui est une super roche facile à tailler et qui s'utilise bien. Des usages locaux tels que les moulins à sel. On fabriquait beaucoup de moulins à sel avec ce grès. Et il faut bien se rendre compte que l'exploitation à l'époque est bien différente de l'exploitation telle qu'elle se fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a des sociétés, des carrières qui exploitent un gisement. L'exploitation à l'époque se faisait beaucoup de manière individuelle, à tel point qu'on parlait parfois de paysans carriers, c'est-à-dire que ce soit aussi bien pour l'arcose ou que pour les lozes, donc la phonolite, les paysans en hiver qui avaient moins de travail dans les champs partaient débiter des lozes, donc on avait tout un savoir-faire autour de la fabrique de ces lozes pour les toits, ou alors tailler des blocs d'arcose. Et les conditions d'exploitation de ces roches ont beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'à l'époque on faisait beaucoup à la main, donc avec les burins et les moyens qu'on avait. Si on va se balader du côté du Mont Signon vers Chauderolles, le sommet du Signon est complètement cratérisé, puisque chacun avait sa petite concession individuelle et exploitait la roche localement pour ses propres constructions. Donc on faisait au cas par cas, on exploitait la roche pour un projet de construction. Et puis, bien entendu, récemment, la mécanisation a permis une exploitation tout à fait différente des roches, que ce soit avec les câbles diamantés, le polissage, les concasseurs, les tapis qui permettent le transport des matériaux, les camions, les pelleteuses, les explosifs. On n'exploite plus du tout la roche de la même manière par rapport au 19e siècle. Bon, c'est pas très loin, mais les techniques d'exploitation ont beaucoup changé. Et au final, les usages des roches ont également beaucoup changé. C'est-à-dire c'est pas du tout la même chose de tailler un bloc d'arcose, ou faire de la lose pour couvrir les toits, et puis faire tout simplement des gravats pour produire du béton ou des revêtements. Les impacts de ces carrières sur le développement socio-économique du département, il a été important? Oui, et puis de plus en plus avec le temps, forcément, puisque bien entendu, il faut développer les centres urbains, donc de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et puis aujourd'hui, quand on voit des chantiers importants, comme je l'évoquais tout à l'heure, que ce soit le chantier du contournement du Puy, que ce soit le chantier du contournement du Pertuis, ce sont des axes de circulation importants et qui demandent bien entendu l'utilisation de matériaux et en quantité importante. Plus importante qu'avant ? Oui, nettement. On parle souvent des surfaces couvertes, de l'artificialisation des sols, de
la bétonisation. Alors bien sûr, la Haute-Loire n'est pas le département le plus concerné, mais effectivement, c'est beaucoup plus important. Et les volumes exploités au cours du XXe siècle et aujourd'hui sont beaucoup plus importants que ceux exploités précédemment, forcément. Est-ce que les roches, ou du moins la composition des roches, peuvent-elles avoir un impact sur la santé humaine? Par exemple, on dit que la pouzzolane a un effet sur le dysfonctionnement thyroïdien. Oui, alors ce on dit, alors moi je ne connaissais pas du tout cette histoire de thyroïde. Info ou intox? Je connaissais pas, mais oui, alors les roches peuvent avoir un impact direct ou indirect. Comme ça, je dirais que le plus connu, c'est la question du radon qui se pose souvent, et surtout sur les massifs granitiques. Alors le radon, c'est un gaz qui est issu de la désintégration d'éléments radioactifs, et il faut savoir que le granit contient des éléments, donc naturellement, contient des éléments radioactifs tels que l'uranium ou le thorium, qui se désintègrent et qui produisent du radon qui peut être dangereux pour la santé. Je dirais que c'est l'impact le plus important. Après, on peut parler aussi éventuellement d'histoire de contamination des eaux, et notamment d'eau minérale, ou du moins de sources qu'on peut trouver à droite à gauche. Alors bien sûr, c'est des eaux qui vont être riches en fer, ou en aluminium, ou en arsenic. Alors il peut y avoir des problématiques d'aluminium, d'arsenic sur des captages pour l'alimentation en eau potable. Donc c'est des questions qui se posent. Après, on a l'éternelle et simple chute de blocs. En randonnée, ça peut toujours être un problème. On a la poussière au niveau des carrières qui peut poser un problème de santé. Alors bien entendu, on essaie de prendre des mesures pour ça, notamment des mesures d'arrosage pour essayer de tasser la poussière. Et puis on porte bien sûr dans les carrières des équipements de sécurité qui vont avec la conduite d'une exploitation de roche. Après, du côté plus folklorique et histoire locale, tradition locale, donc sans parler de lithothérapie, quelque chose qui prend bien aujourd'hui, je ne m'avancerai pas sur le sujet, mais on avait historiquement les pierres d'aigle. Donc ce qu'on appelle les pierres d'aigle, en fait, c'est des concrétions de fer qu'on trouve beaucoup dans le bassin du Puy et qui étaient réputées à l'époque pour le bon déroulement des accouchements. Donc on utilisait ces pierres, et soi-disant qu'elles permettaient aux accouchements d'être plus faciles, d'être facilités. Et puis on a aussi les pierres, ce qu'on appelle les pierres à venin, qui étaient utilisées contre les morsures de serpents. Mais bon, là on est sur des choses plus dont je ne suis pas le spécialiste. Le premier concerné, vous l'avez dit, par les roches, c'est notre patrimoine bâti, que ce soit l'habitat ou le patrimoine religieux. Est-ce que le patrimoine bâti altigérien, c'est un enjeu de valorisation touristique pour la Haute-Loire? Oui, tout à fait. C'est un enjeu dans le sens où c'est vrai qu'on a des constructions qui sont remarquables du point de vue architectural, que ce soit des bâtiments bien sûr d'ordre religieux dans le bassin du Puy, ils sont connus. On a tout ce qui est architecture rurale et vernaculaire, on peut dire, avec donc ces murs en pierre sèche, ces abris de berger qui sont typiquement liés en fait aux roches volcaniques qu'on a, parce que ces constructions-là sont faites avec le basalte, avec la phonolite, et en fait la forme, ne serait-ce que des pierres, sert à influence la structure du bâti. Après, on a des choses intéressantes dans le sens où, par exemple, la valorisation industrielle qui a été faite des argiles du Velay a permis l'obtention donc, récemment d'une indication géographique pour ces argiles du Velay qui sont utilisées dans la cosmétique et dans de tas d'autres domaines. Et puis, cette question du bâti, du patrimoine, elle pose la question, bien sûr, de l'utilisation des pierres, et aujourd'hui, la question de la restauration. Donc, on a le fameux chantier de l'église des Carmes, donc, dans le bassin du Puy, où on a fait venir des pierres d'Indonésie. Et effectivement, ça serait plus intéressant de valoriser des roches locales, mais c'est tout un travail qui demande repérer les sites, travailler cette roche, et tout le monde, bien sûr, n'est pas prêt à faire ça. Mais c'est vrai que cette diversité géologique est à exploiter et mériterait d'être davantage mise en valeur. Il est suffisamment mis en valeur le patrimoine bâti altigérien aujourd'hui? C'est une excellente question, mais disons qu'il faut du temps pour le mettre en valeur, et tout le monde n'a pas toujours ce temps-là ou l'énergie à consacrer, ou même les moyens. Quels acteurs peuvent le mettre en valeur, ce patrimoine? Je pense que les meilleurs acteurs sont les acteurs associatifs, disons. C'est le meilleur moyen vraiment de faire prendre quelque chose à un niveau local et d'avoir une structure qui soit intéressante. Parce que si on étudie les choses un petit peu de loin, souvent on fait des projets, et puis ça tombe un peu à l'eau, où on a des panneaux qui se dégradent et qui s'oublient un peu. Il faut vraiment créer une dynamique locale pour ça.
Merci beaucoup Timothée d'avoir accepté notre invitation Altistoria. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous être fidèles de semaine en semaine dans les aventures Altistoria. On espère qu'on vous a emmené, captivé dans l'histoire des roches et des carrières altiligériennes. Je vous dis à la prochaine émission Altistoria et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.